Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Pour la qualification des Jeux Olympiques 2020. 3-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre de cet après-midi contre la Zambie au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le compte rendu de ce match à rebondissement à suivre dès le début de ce journal. Et puis Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. Le président ivoirien a annoncé qu'il ne sera pas candidat à cette élection et justifie sa décision au nom du respect de ses engagements. Cependant, sur place au Cameroun, on n'a pas fini de parler de l'élection des maires des villes alors que Douala a finalement livré son verdict hier. Ça bloque toujours à Marois. Le scrutin invalidé mardi n'a toujours pu se tenir jusqu'à 7 heures. Un épisode qui relance le débat sur la démocratie au sein de certaines formations politiques en appui à ces élections des maires. Dans l'actualité également ce soir, opération coup de poing des agents de la communauté urbaine contre les commerçants dans certains arrondissements de Douala. L'obsession des vendeurs à ne pas respecter la journée de propreté instaurée par le gouverneur du littoral. Tous les jeudis a nécessité une intervention des autorités pour faire respecter la loi. Une opération qui a failli tourner en un affrontement avec des forces de maintien de l'ordre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50 et on commence par du sport. Le Cameroun a pris un premier pas, je vous le disais en titre, vers la qualification aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Après 90 minutes de haute tension, la bande en shoot Joya Adjara a pu remporter ce match 3-2. Aimé Catherine Mokouri a vécu la rencontre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Aimé Catherine Mokouri, bonsoir. Vous revenez sur cette rencontre de cet après-midi au stade Amadou Ahidjo. En studio, ce fut extrêmement difficile, mais elles y sont arrivées. Les Lions indomptables remportent 3-2 leur match comptant pour la qualification des JO de Tokyo 2020, du moins ce qui est de la première manche. Un match qui a pourtant débuté très timidement, mais s'est révélé plein de rebondissements avec enchaînement de buts et égalisation. C'est la Zambie qui a ouvert le score à la 35e minute au cours de cette rencontre. L'égalisation surviendra à la 40e minute grâce à une détente de près de 30 mètres de shoot de Joya Adjara, comme elle seule en a le secret. Et c'est à la deuxième mi-temps que tout s'est réellement joué. De retour des vestiaires, Gabriel Aboudi-Onguéné revient prêt à tout pour un nouveau but à la 73e minute sur une reprise justement d'un centre de Michel Akaba. Et une minute juste après, la Zambie revient sur le score. On est à 2 buts partout. Et enfin, le but salvateur d'Aboudi-Onguéné à la 82e minute, servi par Geneviève Gambelec. On peut dire que cette rencontre a été âprement disputée par les Lions indomptables et je vais retrouver tout de suite des analystes de questions de sport pour parler de cette rencontre. Bonnie Philippe, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match des Lions indomptables? Ce qu'on retient, c'est la bravoure de l'équipe du Cameroun. C'est la détermination et la confirmation de la forme de l'équipe du Cameroun, à savoir qu'elle peut être contrariée, elle peut être mise en mal, comme ça a été le cas cet après-midi par la Zambie, mais qui arrive à trouver les clés du verrou. Billy Otto, vous avez également suivi de près cette rencontre. On a noté la prestation à remarquer de Chandagra. Est-ce que ce n'est pas la menace pour le match retour du côté de Lusaka? Je crois que c'est une réelle menace. On a vu une équipe zambienne qui est venue jouer avec un bloc assez haut au début des 20 premières minutes. On joue avec un bloc à partir de tout le monde. Il faut dire que c'est une équipe qui devait gagner. Malheureusement, elles ont perdu. Ça veut dire que la rencontre au retour sera extrêmement difficile. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain, qui est la charpente d'une équipe. On a remarqué l'absence de Fodjo Raïssa. C'est vrai que l'entraîneur essaie de faire entrer un Gobelec. Ça n'a réellement pas été ça, même si elle a été passeuse au deuxième but du Cameroun. Donc il va falloir réellement travailler. Victoire à l'usure. Ça veut dire que le match retour va réellement se jouer au mental. Un peu comme ce qui s'est passé en RDC où on était à un but partout et puis on a pu marquer un autre but.
Merci à vous, Boni Philippe et Billy Outo, pour ces éclairages. Rendez-vous donc le 10 mars prochain du côté de Lusaka pour le match retour depuis le stade Amadou Ahidjo. J'étais Aimé Catherine Moukouri, accompagnée de Francis Guébnan pour Canal 2 International. Merci à vous, Aimé Catherine Moukouri. On retient avec vous, effectivement, à la suite de cette rencontre, que Joya Adiara a inscrit un but au cours de ce match. Et puis Abou Diongeni en a inscrit 2, ce qui fait 3 bien sûr, pour les Lions indomptables du Cameroun, et pour l'équipe de Zambie, Naïl Azel est l'auteur d'un but, et puis Chanda Grasse a donc inscrit le 2e but de la Zambie au cours de cette rencontre de cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. On reste en sport, toujours, et football, pour parler de la suite de la fin de la 26e journée de Ligue 1, avec ces images de Canal 2 International sur le match en direct cet après-midi. Union sportive de Douala, Stade Renard de Melon, le derby du littoral a penché pour la première fois pour les Nassara Gamakai, 1-0. Réalisation de Gérard Bakindé. Dans le même temps, Coton Sport de Garoua tombait à domicile contre Fauveau de Baham, 1-2 à Garoua. Edding Sport de la Lequier qui a battu Bamboutos 1-0. Colombe contre APG s'est terminé avec un score vierge de 0 but partout, et dans la foulée, AS Fortuna qui valide le carton du jour avec 4-0 contre Yon Sport Académie de Bamenda. Et au classement, PWD de Bamenda, Colombe et Coton gardent la tête après cette 26e journée du championnat national de Ligue 1 au Cameroun. Je le disais également, titre, Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Le président l'a lui-même annoncé ce jeudi lors d'un discours devant les parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro. Il a justifié sa décision au nom du respect de ses engagements. Je vous suggère d'écouter une attitude du président ivoirien Alassane Ouattara cet après-midi au cours de ce discours. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du cadre. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et donc, cette adresse du président Alassane Ouattara, un document de nos confrères de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. On revient au Cameroun, crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Japon aux côtés du Cameroun pour un retour à la paix. L'ambassadeur du Japon dans notre pays en séjour dans la région du sud-ouest a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner le Cameroun dans la reconstruction de cette région et même de celle du nord-ouest. Annonce faite donc à Boya au cours d'une audience avec le gouverneur du Sud-Ouest. Le point avec Inès Daniel Ondouambala. Depuis bientôt 4 ans, les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest Cameroun sont en proie à une crise sécuritaire. Le conflit armé qui oppose les forces régulières aux combattants séparatistes impacte la situation humanitaire. L'ambassadeur du Japon au Cameroun est allé dire au gouverneur du Sud-Ouest l'engagement du Japon à accompagner le Cameroun dans la reconstruction de la région du Sud-Ouest.
the government of Japan will continue to support the effort of Cameroonian government on the recovery and reconstruction of the Southwest region. And so the purpose of my trip is to see the situation of the Southwest region, and I will report to my capital that we should support the effort of the Cameroonian government. First of all, we will continue our humanitarian assistance to the vulnerable people together with international organizations. Le diplomate japonais Osawa Tsutomu et le gouverneur Okalia Bilai ont échangé sur la situation qui prévaut dans la région du sud-ouest Cameroun. The government of Japan will support the effort of the government of Cameroon. You never dreamed to become a medical doctor, engineer, officer. Depuis juin 2019, une dizaine d'organisations non gouvernementales se joignent dans la région du sud-ouest où elles mènent des actions humanitaires financées par le Japon à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Il est question pour le chef de file de la mission diplomatique japonaise au Cameroun, son Excellence Osawa Tsutomu, et les responsables du but d'évaluer les activités entreprises par ces ONG basées dans la région du sud-ouest. Et on n'a pas fini de parler de l'élection des maires au Cameroun, l'élection du maire de la ville de Maroua, justement. Ça bloque toujours dans l'extrême nord du Cameroun après l'invalidation du scrutin de mardi dernier. Les tractations se poursuivent encore jusqu'à 7 heures pour avoir le maire de la ville de Maroua, Sali Babani du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Hamadou Mokhtar du Front pour le salut national du Cameroun sont en lice pour ce scrutin. Aux dernières nouvelles, l'élection se tient en ce moment même à Maroua. Le verdict des urnes reste donc très attendu après la journée tendue de mardi dernier et celle d'hier où les tractations n'ont pas pu donner le nom du nouveau maire. Le verdict est donc attendu, je vous le disais. Cependant, à Douala, le nouveau maire de la ville, Roger Mbassa-Dine et Fritz Tonnet, délégué du gouvernement sortant, se sont en toute amitié rencontrés ce jour à la communauté urbaine de Douala. Les deux hommes ont échangé sur les nouveaux enjeux qui attendent la nouvelle équipe dirigeante. Le pôle de l'hôtel de ville est ainsi pris par le nouveau maire, Roger Mbassa-Dine. Le compte rendu de Junior Ossin et Stéphane Binac. C'est une rencontre de passation du fanion et de mise au point. En attendant, la passation des services entre l'exécutif entrant de la mairie de Douala et l'exécutif sortant de la communauté urbaine de Douala. Cette rencontre de transition, de passage de fanion, s'est passée dans la convivialité. Je dis même dans la complicité, puisque le nouveau maire est quelqu'un qui connaît les dossiers de cette ville, qui connaît le dossier de cette communauté urbaine, parce qu'il a déjà beaucoup travaillé avec. Le nouveau maire de la ville de Douala, Roger Mbassa-Dine, en a profité ce jour pour présenter au docteur Fritz Tonnet, délégué du gouvernement sortant, ainsi qu'à l'équipe sortante de la communauté urbaine de Douala, l'ensemble des acteurs nouvellement élus qui désormais ont la charge de diriger la mairie de Douala. Cette équipe et moi-même, nous venons pour travailler. Nous ne venons pas pour faire la chasse aux sorcières à qui que ce soit. Ce n'est pas dans mes habitudes. D'ailleurs, moi qui ai fait la fonction publique, quand vous arrivez, vous n'avez même pas le droit de remplacer le secrétaire. Vous savez, la chasse aux sorcières, on ne la connaît pas. L'exécutif entrant est constitué du maire Roger Mbassa-Dine et de ses 4 adjoints cités ici par ordre protocolaire, à savoir le docteur Soleil Jérémy, le docteur Ndichwa Roger, suivi de Ndome Moukoko Ebole Léonide et de Anzongo Marie-Louise. La cérémonie de passation des services entre Roger Mbassa-Dine et le docteur Fritz Tonnet aura lieu ce vendredi 6 mars 2019 de 10h, ici, à la communauté urbaine de Douala. L'élection des maires dans les grandes métropoles donne lieu à des joutes et des rebondissements inattendus.
C'est le cas, nous le disions il y a quelques instants à Marois. Entre discipline du parti et contestation ambiante, Patrick Christian Dobo retrace pour le 19h50 quelques clichés de ce processus qui met la démocratie à l'épreuve des aléas fonctionnels des partis politiques au Cameroun. La dynamique du renouvellement des exécutifs communaux, depuis la tenue des premières sessions de plein droit, particulièrement dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, confirme les germes de crises internes qui se dégage depuis quelques années au Cameroun dans le rapport entre la hiérarchie et les structures de base. Si le RDPC présente les clichés les plus poignants de l'affront que certains militants opposent aux directives du parti, le syndrome s'est aussi manifesté dans d'autres familles politiques, comme le SDF à Loum, autant à l'étape des investitures pour le scrutin direct que celle consacrée au vote indirect pendant les sessions de plein droit. Au constat, le temps du bêta électoral semble de plus en plus révolu, mettant en mal la discipline du parti clamée dans toutes les chapelles et pourtant socle de l'engagement militant. Si on peut convenir que l'épisode 2020 de cette réalité a atteint des proportions surprenantes au sein du RDPC, pourtant largement vainqueur du double scrutin, la gangrène qui ronge le fonctionnement des formations politiques du pays est à l'image des guerres fratricides que le parti au pouvoir livre parfois sur la scène publique. Les affronts d'Adama Modi, député du Mayo-Kani Sud, face au président de l'Assemblée nationale, Zengele et Saint-Éloi Bidon face au candidat naturel du parti, et plus près de nous, le choc entre le maire de Douala Ier, Lengue Malapa, et son camarade Mbassandine sont des clichés plus ou moins sérieux d'un malaise nourri par la super prépondérance décriée des décisions du sommet sur certaines aspirations clamées de la base. Quoique présenté comme un signe de vitalité et d'expression démocratique interne par certains, la question va bien au-delà d'une série de dissensions internes et impacte au constat, d'une part, la dynamique d'union de ces formations et d'autre part, l'équilibre et le fonctionnement de l'administration, voire des institutions. La santé à présent avec ces assurances du ministre de la Santé publique. Il n'y a aucun cas de coronavirus au Cameroun jusqu'à présent, mais les dispositions sont prises pour faire face à des éventuels cas. À l'aéroport de Douala, par exemple, tout un dispositif sécuritaire a été mis en place pour les passagers entrant dans notre pays. Le docteur Manaouda Malachi y était donc ce jour et dans sa suite, on avait nos reporters Mireille Florne de Fofotso et Marius Kossou. Une caméra thermique pour capter les températures des passagers qui arrivent à l'aéroport international de Douala. Tout un dispositif est mis en place. Ici, des techniciens à pied d'œuvre pour la réalisation d'un box de sécurité. À ce niveau, on a une formation pour l'appareillage qui permet de prendre les températures systématiquement avec l'appareil selon le logiciel. Donc, du coup, quand les passagers arrivent, l'appareil est là pour détecter les températures au-dessus de la normale. Et lorsqu'il est pris, il y a un signal, systématiquement on le reporte sur une fiche et on continue l'acheminement. Le ministre de la Santé publique a visité toutes ces installations mises sur pied pour détecter d'éventuels cas de coronavirus. Nous avons la possibilité dans un premier temps déjà de savoir quelle est la température de celui qui sort de l'avion. On le laisse marcher un tout petit peu et puis on reprend encore une fois de plus sa température. Et puis il a une fiche qui indique en réalité toutes les informations, notamment les pays de provenance pendant les 14 derniers jours, son numéro de téléphone, son lieu d'habitation au niveau du Cameroun pour nous permettre de tracer le moment venu. Et donc je pense que le dispositif il est satisfaisant. En plus du dispositif de l'aéroport, les passagers en provenance des pays où sévit la maladie vont être mis en quarantaine. Et maintenant, on a un autre dispositif qui arrive aussi. Si vous descendez au Cameroun par Douala et vous êtes en provenance de 5 pays majeurs où l'épidémie est quand même assez poussée, on va vous suivre à domicile. C'est-à-dire qu'on va vous demander, n'est-ce pas, de rester chez vous si vous avez un lieu d'hébergement. Ou à l'hôtel, vous restez à l'hôtel, on va vous suivre pendant 14 jours. Ce motif n'est rien si nous n'observons pas nous-mêmes les règles, n'est-ce pas, élémentaires d'hygiène. On ne le dira jamais assez. Lorsque, à ce niveau-là de l'épidémie, vous devrez au moins toutes les demi-heures vous laver les mains avec de l'eau potable et du savon. Le Cameroun est prêt à détecter et à prendre en charge le cas de coronavirus. Pour le moment, aucun cas signalé dans notre pays.
Qui a empoisonné Simplice Cogne et ses 3 enfants? La question reste sans réponse 2 semaines après le drame qui a plongé tout le quartier d'Okpassi au lieu du village à Douala dans les mois. La levée de corps des 4 malheureux s'est tenue cette mi-journée à la morgue de l'hôpital de Nilon. Colère, douleur, tristesse et interrogation se lisaient sur les visages de la foule venue nombreuse assister à cette levée de corps. Un moment très difficile pour la veuve rescapée sortie de l'hôpital seulement 24 heures plus tôt. Le reportage de Vanessa Melakamdem et Stéphane Bina. La morgue de l'hôpital de Nilon est en ébullition. Les corps des 3 enfants ainsi que de leur père, décédés après avoir mangé du kondjap, viennent de sortir de la chambre froide. La famille et les proches sont plus que désemparés. Beaucoup peinent à encaisser le choc autour des cercueils. C'est la bousculade. Chacun veut voir de ses propres yeux ce qui alimente les conversations depuis plusieurs jours dans la ville de Douala. Il y a de la tension dans l'air puisque l'auteur de l'empoisonnement n'a pas encore été révélé jusqu'ici. En location dans une chambre. Je ne sais pas comment on peut rester aujourd'hui. On dit qu'elle tue l'homme pour la maison. Or, c'est la maison que eux deux ont émergé pour construire cette maison. Si c'est elle, Dieu seul est témoin. Si ce n'est pas elle, Dieu seul est témoin. La veuve rescapée assiste son voile à la levée de corps. Ça fait moins de 24 heures qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle ne lâche pas des mains le seul enfant qui lui reste désormais, la fillette qui a échappé à la mort en refusant de manger le repas familial ce soir-là. Du côté familial, à l'interne même de la famille, il n'y a pas de suspect de notre côté. Côté de la gendarmerie, vu des enquêtes qui sont en cours, ils ne nous ont rien dit jusqu'ici. Quelles sont les causes, qui est suspect, qui n'est pas suspect, nous ne savons pas encore. Donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur quelque chose que nous ne savons pas. Sauf que nous sommes tous des Bantous. Simplice Wechua Kogné ainsi que ses 3 garçons âgés de 9, 4 et 2 ans rejoindront la terre de la chefferie Balin ce week-end. En attendant, de nombreuses personnes immortalisent la page noire. Triste. Des comptoirs détruits et des marchandises emportées, suivis des cris de détresse. L'opération Jeudi propre, initiée par le gouverneur de la région du littoral, ne trouve pas l'assentiment des commerçants. Ces derniers s'obstinent à ouvrir leurs boutiques aux heures de propreté. Un entêtement qui fait mousser des actes de répression de la police. Le film de cette journée avec nos reporters Henri Chinda et Monique Naossifosu. Marché Mabanda doit la 4e. Les caniveaux bouchés nécessitent un curage urgent. Les boutiques installées le long des routes sont sommées d'être enlevées dans 24 heures. C'est l'opération Jeudi propre à Douala. Au marché Grand Hangar, les comptoirs installés sur le terre-plein et sur la chaussée sont détruits. La boisson Jinja et ses beignets déversés, suivis d'expressions de désarroi. Là, mon Jinja qui se verse comme ça, là. Ça c'est de l'argent que je nourris ma maison avec. Je ne sais pas comment je vais faire avec. Je ne sais pas voir mes glaciers qui s'en vont comme ça. Là. Au marché des poulets, l'on saccage les comptoirs et la police municipale en des caisses de poulets, suivis d'éclats de colère. Oh, on a tué. On s'est débrouillé pour les nourrir. Pour faire comme ça, qu'on fasse comment? On va faire comment? On va faire comment? Avec les enfants, ils deviennent des bandits. Marché double balle à Douala 5e. Les commerçants rechignent à fermer leurs boutiques jusqu'à 11h, comme le prescrit une décision administrative. Tenez-moi ça très rapidement. Tout le marché est ouvert, c'est pas seulement ma boutique. Tout le marché est ouvert. On a respecté l'heure. Pour ne pas subir la répression de la police, des marchandises sont précipitamment ramassées sur la chaussée. La 4e opération, Jeudi propre, se termine à Douala 2, où le ministère du Développement urbain offre du matériel d'assainissement. Maintenant, c'est une phase qui va au-delà de la sensibilisation. Lorsqu'on est rebelle, on arrive à ramener celui qui est rebelle, n'est-ce pas, sur le chemin de la raison. Avant l'ouverture du Chan 2020, il y a urgence de changer la réputation de ville poubelle.
Prenons la route de l'intégration peut-être pour retrouver Alain Ghislain Kanga à Yaoundé. Vous nous dites justement que ce chantier de la route entre le Cameroun et le Congo se poursuit sereinement. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Michael Tipio, bonsoir à tous. Après plusieurs années d'interruption, le chantier de la route Saint-Mélima-Ouesso reprend vie. Cette route qui relie le Cameroun à la République démocratique du Congo est une manifestation de l'intégration sous-régionale. En visite de travail sur le terrain, le ministre des Travaux publics a encouragé les entreprises tout en les appelant à œuvrer sur le volet social de cet ouvrage qui doit bénéficier aux populations riveraines. Reportage, Brand Kamga et Samuel Bonis. En pleine forêt équatoriale, la route transfrontalière Saint-Mélima au Cameroun et Ouesso au Congo se dessine progressivement. Il y a 8 ans que les travaux ont débuté sur cet axe de 700 km avec 322 pour la partie camerounaise. Après interruption du financement quotient, les nouvelles sont bonnes et le chantier peut avancer. Les besoins qui ont été identifiés il y a 8 ans peuvent avoir varié 8 années après et nous allons nous entendre que cela soit fait. La première section Saint-Mélima-Bikoula, 65 km, est réalisée à 62%. La deuxième, Bikoula-Djoum, 38 km, exécutée à 58%. Il faut braver les obstacles liés au relief et à la forte pluviométrie, mais surtout tenir compte des populations riveraines qui doivent bénéficier des passerelles. D'autres attendent les indemnisations et les recassements, notamment le canton Pygmée. Nous insistons à ce que votre citoyenneté s'exerce en faveur de ces populations dans l'aménagement des éventuelles infrastructures socio-économiques de base dont nous aurons besoin. Vraiment anticiper aussi en faveur de l'exploitant de l'étang ou des étangs qui sont encore dans l'assiette de travaux. La visite de travail du ministre des Travaux publics sur cette transfrontalière, en passant par Mintom, Léline, Tam, Balam, l'eau numéro 2, va déboucher sur la réception de la partie congolaise. 378 km ce vendredi, en présence du président Denis Sassou Nguesso. La partie camerounaise entend livrer ses 322 km en décembre 2020. Un travail d'Hercule s'impose pour concrétiser cette volonté d'intégration sous-régionale entre Brazzaville et Yaoundé. Justement, reprenons la route pour Yaoundé qui a abrité la concertation entre le syndicat national des personnels médico-sanitaires et le responsable du ministère de la Santé publique. Au menu de ce dialogue social, plusieurs points importants relatifs à l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé, notamment relatifs à l'application des textes relatifs à la répartition des quotes-parts dans toutes les formations sanitaires. Des échanges suivis par Karel Mezata-Choya et Luc Vendor. Le gouvernement ne veut plus être témoin des mouvements d'humeur initiés il y a de cela plusieurs mois par des personnels de santé dans certaines structures hospitalières. Un vœu qui ne peut être réalisé que si et seulement si la répartition des quotes-parts est faite selon les règles dans toutes les formations sanitaires. Les quotes-parts qui sont la production de l'hôpital où on doit prélever 30%. On se retrouve donc dans des hôpitaux où d'abord la production n'est pas affichée. On ne connaît pas combien est-ce que la structure produit. Au point donc où les choses sont biaisées. C'est l'une des revendications phares du syndicat national des personnels médico-sanitaires et Cap Santé, venu échanger avec les responsables du ministère de la Santé publique à Yaoundé, dans l'optique d'inverser la tendance. Le patron de la santé publique, ici représenté par le secrétaire général de ce département, dit avoir pris bonne note et entend prendre des mesures supplémentaires pour améliorer de manière progressive les conditions salariales des personnels de santé, revoir l'âge de départ à la retraite, entre autres. Nous avons également regardé la prise en charge du personnel malade dans les formations sanitaires. Nous avons convenu qu'il y aura un groupe de travail et il a été demandé à la DAJC que le groupe soit mis en place rapidement d'ici mi-mars. De quoi rassurer et réduire la montée d'adrénaline du syndicat national des personnels médico-sanitaires et Cap Santé.
Nous allons donc appliquer les textes et nous employer à relever le niveau de production pour que tout le monde soit à l'aise. Pour continuer à améliorer le climat social dans les structures hospitalières, des rencontres similaires seront organisées tous les 3 mois avec les syndicats du secteur santé. 8 mars, sans déchets plastiques. L'opération se poursuit dans la cité capitale. Les femmes du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable ont sillonné les rues de la ville de Yaoundé pour sensibiliser les populations au tri sélectif des déchets, mais aussi sur l'usage de la cage à bouteilles à plastique. Delphine Fonkoutene, Francis Capna. Elles ont enfilé des gants, porté des cache-nez avant de se lancer à la quête des bouteilles plastiques dans la cité capitale. Les dames du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable sont sur le terrain pour sensibiliser les populations au traitement des déchets. Nous voulons donc exhorter les usagers à ne plus verser les bouteilles en plastique dans le bac Isakam et toujours retirer d'abord les bouteilles en plastique, ensuite verser le reste d'ordures dans le bac à Isakam, déposer les bouteilles en plastique dans la cage qui est destinée à cet effet. Ici, la cage écologique destinée à la conservation des bouteilles plastiques qui seront recyclées plus tard. Un récipient spécifique qui vient résoudre un problème précis. Beaucoup jettent leurs déchets plastiques dans la nature ou bien mélangés avec d'autres déchets. Et on a compris que c'est parce que certainement ces gens n'ont pas un bocal spécifique pour les déchets plastiques. L'opération 8 mars 2020, sans plastique pour un environnement sain, bat son plein dans certains quartiers de la ville de Yaoundé. Quartier Biemassi, Acacia et Obili. Et nous allons clôturer cette édition par le défilé au cours duquel nous allons également mener les activités de collecte de bouteilles plastiques au niveau de l'estrade afin de débarrasser notre environnement par ces déchets-là qui causent un souci pour la santé humaine et l'environnement. Après les usagers, ces dames iront également sensibiliser les entreprises à l'origine de ces bouteilles plastiques. Opération coup de poing de policiers, voici celle du groupe spécial d'opération en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme. Elles ont été déployées pour une meilleure circulation des hommes et des biens à Yaoundé. Un déploiement suivi en ces quelques étapes par nos reporters Ghislain Pierre-Essonneau et Luc Vanda. Délégation générale à la sûreté nationale, des femmes pareilles à toute éventualité s'apprêtent à descendre dans l'arène, toutes au garde à vue pour suivre des consignes. Centrale, Bombi et Mban, que les trois se mettent en pause. Embarquement, puis départ sur le terrain. Les voici en poste pour rendre fluide la circulation des hommes et des biens. Automobilistes et piétons anti-profit. La femme policière peut effectivement faire le même travail que les hommes sur le terrain. Elle n'est pas seulement là pour rester dans le bureau, elle est là pour faire tous les travaux, tout ce que la police demande de faire puisque nous suivons la même formation. Principalement investir les grandes artères de la ville de Yaoundé, Lonkak, Mvambi ou Mélène. À chaque fois, les délinquants sont repris. L'échange dure quelques minutes à l'effet de resocialisation. Nous sommes ici au carrefour Mélène pour sécuriser la population et mettre de l'ordre au niveau de la circulation parce qu'il y a beaucoup des usagers qui violent les feux, qui violent le sens giratoire de la route et qui ne respectent même pas le code de la route. Ils sont tellement pressés. Or, la conduite, c'est la patience et le respect du code de la route. C'était cela la contribution de la policière du GSO à la célébration du 8 mars 2020. Et parlons à présent des femmes Banjoun de Yaoundé qui sont à l'école des activités génératrices de revenus. À l'initiative de leur présidente, ces dernières ont acquis des techniques et outils pour la fabrication, par exemple, du savon et du détergent en poudre. L'apprentissage, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme, va permettre à ces Amazones de Banjoun d'être autonomes. Karel Mezatchachouya, Michel Foucault. L'esplanade du foyer Banjoun de la cité capitale, le temps d'une journée,
Transformées en lieu de formation en plein air, les femmes de cette communauté résidant à Yaoundé sont à l'école de la fabrication du savon, de détergents en poudre, fumage de porc, du poisson, du poulet, entre autres. Les formatrices venues du ministère de la Santé publique et celui de la promotion de la femme et de la famille inculquent aux apprenantes les outils et techniques qui vont leur permettre de maîtriser ces activités génératrices de revenus. Oh, 10 litres. Voilà mon seau d'eau de 10 litres. J'ai besoin de sel. Que la femme Banjoun contribue aussi à l'autonomisation de la femme, qu'elle puisse être autonome. À compter de ce jour, j'espère que ces femmes-là seront patronnes de leur propre entreprise et à la longue, elles peuvent aussi même créer des industries à embaucher, pourquoi pas. C'est ce que souhaite la présidente des femmes Banjoun de Yaoundé, initiatrice de cette formation. J'ai profité de cette occasion, le 8 mars, pour former les femmes Banjoun. Parce qu'il y a beaucoup de femmes Banjoun qui ne savent pas qu'ils peuvent vraiment faire mieux sans homme. C'est pas pour aller. Léontine Ngekam veut également faire de ses sœurs des femmes responsables, surtout avec la fête du 8 mars qui pointe à l'horizon. On ne doit pas laisser les enfants à la maison pour aller en boîte, parce que c'est la journée des femmes. Le jour où on va aller fêter, on va aller défiler avec notre maman Chantal. J'espère que vous avez compris. La réaction séance tenante laisse croire que le message a été bien accueilli. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et la suite est toujours dans la même veine de la célébration de la Journée internationale de la femme, mais elle sera justement à l'honneur demain vendredi à la salle Arena de Bonamoussadi. Comme chaque année à la veille du 8 mars, le comité de lutte contre la piraterie offre un spectacle géant avec ses partenaires au Méloman de la ville de Douala. Yasser Trésotanon a suivi le maréchal Papillon dans sa tournée d'annonce du concert. Le maréchal Papillon et le comité national de lutte contre la piraterie sur le plateau de Canal Matin ce jeudi sur Canal 2 International. Il parle du grand concert à l'occasion de la célébration de la journée internationale à elle dédiée. La salle Arena de Bonamoussadi à Douala 5e va vibrer ce vendredi 6 mars dès 19h. Plusieurs artistes sont invités. Missengo François, le parolier, Didier Gérard Ben, les tôles montantes du Benskin, Kanga Emile, le dignitaire du Makossa et Marcus, le fou du rire. C'est un moment de partage. Parmi les 8 hommes présents sur l'affiche, Gibraltar Dracus, une voix qui enchante. Tout est fin prêt et j'invite toutes les femmes à venir célébrer cette grande fête avec leurs époux et sans oublier les enfants. Vous savez, nous, au comité musical de lutte contre la piraterie, nous avons pour but de promouvoir la chose culturelle. Sur un même plateau, Bendeka, Émile Kangaye, Beka Tobi, tous ces musiciens, tous ces monuments, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Chaque édition de 8 hommes chantent pour la femme est toujours un carton plein et un succès total. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce vendredi 6 mars, à partir de 19h, à la salle Arena de Bonamoussadi. Poste de pouvoir, les femmes d'Umbam et Nobu en redemandent. Elles sont comptées parmi les procureurs de la République, maires, militaires et bien plus, se revendiquant un certain nombre de potentialités. Elles appellent les décideurs à améliorer qualitativement et quantitativement d'ailleurs leur présence dans l'appareil de gouvernance de l'État. Monique Naosi-Fosso et Anissès Pouabaïa. Les femmes du Bami Nobu revendiquent plus de considération des autorités étatiques dans la distribution des postes à responsabilité. Une revendication qu'elles justifient par leur rôle dans la politique de l'équilibre social, leurs compétences dans tous les domaines. La femme du Bam et Noubou est cette femme qui est déjà une travailleuse. Mais aujourd'hui, là, nous n'avons que nos mains pour travailler. Nous demandons donc à l'État de nous venir en aide. Pour ces leaders d'opinion, l'éducation est la clé du succès de la femme de ce département et par extension dans leurs différentes entreprises. Entreprenantes par essence, l'éducation leur permettra de s'exprimer. Elles s'illustrent au quotidien dans l'agriculture et autres activités génératrices de revenus dans la localité.
la femme met en exergue ce qui est à son niveau. Et à certaines fois qui font déjà ce que les hommes font sur terre. Parce qu'il n'y a pas un emploi ici, surtout dans le monde entier, que tu ne peux pas trouver une femme. Le BAM et Inubu compte 3 femmes sous-préfets, une femme procureure, 10 femmes conseillers municipales. Un dynamisme que les autorités administratives saluent. Je pense que les femmes ont d'abord cette prédisposition-là d'être trop intuitives. Elles sont destinées à faire de bonnes choses. Nous avons désormais dans le Bamenubu 3 femmes mères et 10 femmes adjointes aux maires parmi les 18. C'est pour cela que les femmes sont sorties pour venir célébrer et montrer que s'ils sont déterminés, s'ils sont unis, ils peuvent. Au cours de cette cérémonie, en prélude à la Journée internationale de la femme, le préfet les appelle à plus de responsabilités durant la célébration de cette journée du 8 mars. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jeudi au Cameroun et en Afrique et même dans le monde. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur notre antenne et je vous retrouve demain 19h50 avec le même plaisir. Bonsoir.